Ouais, salut les masques immondes. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur cette poiscaille, à part peut-être deux choses. Premièrement, le bâtiment le plus connu de la ville de Hayward, dans le Wisconsin, est un masquinonguet géant. Et deuxièmement, c'est un poisson qu'on trouve dans le Hudson, le fleuve qui passe par la ville de... New York, c'est New York, c'est la grosse pomme, Encore c'est toi. New York, Oui, comme dans c'est ça, Spider-Man. on a compris. Bref, New York, la capitale du monde selon beaucoup de personnes. D'ailleurs, si je vous demande de me parler un peu de l'histoire de New York, qu'est-ce qui vous vient en tête? Eh bien, je suppose que des colons anglais se sont installés et ont fondé la ville. Ouais, mais il y avait déjà du monde avant les Anglais. Des Indiens? Non, pour le coup, c'était des Européens. Ah mais oui, c'était des Hollandais. Exactement, mais même avant eux, il y avait quoi? Ah, des prairies verdoyantes, des bisons et des Indiens, je suppose. Mais pas que. Le premier chapitre de l'histoire moderne de New York a été écrit par... la France. Plus précisément, fut un temps où l'emplacement de la ville s'est appelé Angoulême. De quoi? Angoulême? Mais attends, d'où ça sort cette affaire-là? Justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va s'intéresser à une histoire que même peu de New-Yorkais connaissent. Mais que vient faire la France dans l'histoire d'une des plus grandes villes du monde? Pourquoi New York s'est un jour appelé Angoulême? Pourquoi a-t-elle changé de nom? Et surtout, pourquoi personne ne connaît cette histoire? Eh bien voilà une affaire que nous allons résoudre en 360 secondes. Bien. Pour comprendre le fin mot du cas Angoulême-New York, il faut remonter un petit peu dans le temps. Plus précisément, il faut aller jusqu'au début du XVIe siècle. Ah, le XVIe siècle. Versailles, Louis XIV... De quoi? Mais non, pas du tout. C'est l'époque en fait de François Ier, le roi qui mesure 2 mètres, qui a une beubare et toujours un chapeau sur le côté. Je ne savais pas que les hipsters pouvaient être rois. Et bon, ok. On se rend au début du XVIe siècle, les premières décennies de la Renaissance. Alors, cette époque est quand même marquée par un petit fait de rien du tout, un événement qui fait figure de détail dans l'histoire, la découverte de l'Amérique par un certain Christophe Colomb. Christophe Colomb ne découvre pas le continent américain en tant que tel, mais des îles de la mer des Caraïbes. Ça n'empêche pas sa découverte d'attirer toute l'attention de l'Europe. À l'époque, on ne soupçonne pas encore l'existence d'un nouveau continent entier, mais on pense sérieusement à découvrir une nouvelle route maritime et commerciale vers les Indes. Et justement, faire une nouvelle route commerciale, ça intéresse beaucoup de monde. À peu près tous les souverains européens en fait. Et parmi eux... Laisse-moi deviner, il y a François Ier? Tout à fait. Mais attends, pourquoi tout le monde cherche autant à vouloir trouver une autre route commerciale? Ils sont pas bien celles qu'il y a? C'est à l'époque, pour exporter et importer des marchandises en Inde, il faut être déter quoi. En passant par la mer, il faut tout simplement contourner l'Afrique, puis traverser l'océan Indien. Le voyage est une affaire de mois, voire d'années. Et comme ils ne savent pas encore que le continent américain existe, les gens de l'époque espèrent trouver un chemin plus direct et plus rapide vers les Indes en passant par l'ouest. Ah ok, bah ouais, tant qu'à faire, autant éviter de contourner l'Afrique, c'est plus court. C'est ça. Et notre François national compte bien trouver un chemin vers les Indes et être le premier à explorer une nouvelle route commerciale. Et pour ça, il fait appel au service d'un navigateur italien qui s'appelle Giovanni de Verrazzano. Une fois francisé, ça donne Jean de Verrazzano. Bref, ce navigateur monte une expédition et sa mission, c'est de trouver un chemin entre les îles découvertes par Christophe Colomb et les Indes. Verrazzano se lance dans la traversée de l'Atlantique à bord d'un navire baptisé La Dauphine. La traversée se passe bien et le navire arrive au Cap Fear, au large de la Caroline du Sud. Le navire remonte vers le nord en cabotant. En cabotant? C'est-à-dire en naviguant le long des côtes. Et l'idée, c'est de voir s'il y a un passage qui mène vers l'ouest. Le bateau remonte jusqu'à une grande baie où un large fleuve vient se jeter. Cette baie, notre navigateur, il la baptise baie Sainte-Marguerite. Marguerite étant le nom de la sœur de François Ier. Ceci dit, aujourd'hui on l'appelle la baie de New York. Alors bien sûr, Jean de Verrazzano ne le sait pas, mais il vient de découvrir l'endroit où allait se retrouver la future New York. Notre navigateur se rend compte que l'endroit est intéressant et que le grand fleuve part à l'intérieur des terres. Et du coup, il décide de donner un nom à ce bel endroit, un nom prestigieux, et ce nom, ce sera... Angoulême. Mais pourquoi spécialement Angoulême? Il était italien le navigateur, non? Ouais, tout à fait. Mais une autre personne est liée à cette ville. Le roi François Ier en personne, quoi. Eh oui, il est comte d'Angoulême d'ailleurs. Son nom complet, c'est François d'Angoulême. Et donc notre navigateur donne ce nom en l'honneur du roi de France. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Content de sa découverte, Jean de Verrazzano décide d'avertir le roi et lui envoie un message. Il faudrait prévenir le roi de France qu'on va débarquer. Et comment allez-vous faire ça, petit malin? Je sais pas, on va télégraphier? Anachronisme, mon cher. Seulement, la communication à l'époque n'est pas aussi rapide qu'aujourd'hui, et lorsque la lettre arrive, François Ier n'est pas vraiment disponible. Le temps que Jean de Verrazzano fasse son périple, il s'en est passé des choses en Europe. François Ier est en guerre contre Charles Quint, son principal rival, le puissant empereur du Saint-Empire romain germanique. Il ne reçoit pas le message du navigateur car, au cours d'une bataille, il a été capturé et fait prisonnier par l'armée de Charles Quint. Le roi ne sera donc pas prévenu.
Bon, ne vous en faites pas, François Ier sera libéré, mais on ne sait pas s'il lira le rapport envoyé par Jean de Verrazzane. Cependant, une chose est sûre, cette histoire tombera dans l'oubli. Donc c'est ballot, mais l'histoire tient parfois à peu de choses. Ok, mais bon, là au moins les Français ils ont cartographié les lieux et pris possession de l'endroit, non? Il y a juste à venir s'installer. Non, c'est un peu plus compliqué que ça en fait. Techniquement, Verrazzane est juste passé dans la baie de New York et a nommé l'endroit. Mais il ne s'est pas arrêté pour planter un drapeau et prendre symboliquement possession des terres. En plus, on est encore à l'époque des grandes explorations. D'ailleurs, les navigateurs utilisaient des astrolabes comme celui-ci. Et donc, un nouveau continent aussi grand que l'Amérique, c'est difficile à percer et à cerner. Même si de nombreuses expéditions d'exploration sont montées et que des colonies s'installent sur certaines îles, il faudra attendre encore quelques décennies pour que des colons viennent s'installer en Amérique du Nord. Ceci dit, pendant près d'un siècle, le site de la future New York conservera son nom français. Mais un beau jour, exactement un siècle après le passage de Jean de Verrazzane, un groupe de colons hollandais pose ses valises sur l'actuelle île de Manhattan et décide de rebaptiser le lieu La Nouvelle Amsterdam. Finalement, un peu plus tard, les Anglais prendront possession de la ville et lui donneront le nom qu'elle porte encore aujourd'hui. Mais et la nouvelle Angoulême dans tout ça? Bien, malheureusement, pour les Français, ça passera complètement à la trappe. La lettre de Jean de Verrazzane à François Ier s'est perdue dans les limbes du temps. Parti dans les couloirs du temps Et de l'histoire. Et finalement, tout le monde l'a oublié. Ceci dit, le navigateur a écrit une autre lettre dans laquelle il mentionne sa découverte. Mais elle aussi s'est perdue dans les couloirs du temps. Jusqu'à ce que 400 ans après le passage du navigateur, un historien français vivant à New York vienne révéler au monde qu'à l'origine, New York s'appelait Angoulême. Mais comment il a fait pour trouver si au final, il n'y avait aucune trace du passage de Verrazzano? Presque aucune trace, presque aucune. Mais sur certaines des premières cartes de la côte est de l'Amérique, le nom d'Angoulême est mentionné. S'ajoute à ça le fait qu'un collectionneur américain a réussi à mettre la main sur une des lettres d'origine de Jean de Verrazzane. Et dans cette lettre, il affirme avoir baptisé Angoulême, la région qu'on appelle aujourd'hui New York. New York, c'est New York. Et Verrazzano, il est devenu quoi? Il a continué ses voyages sur les côtes de Floride, dans les Antilles, et finalement, il a été capturé par les cannibales qui l'ont mangé. Voilà. Non mais sérieusement, il est devenu quoi? Non, du coup, c'est pas une blague, il a été mangé, quoi. Voilà. Ceci dit, il a désormais sa statue à New York, et pour d'ailleurs l'inauguration de sa statue, l'invité d'honneur n'était autre que le maire d'Angoulême.